Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission économique hebdomadaire, Les Graines de l'Écho. Vous êtes bien sur Sud FM, Sen Radio. Bonsoir Hadi. Très heureux de te retrouver. Bonsoir Malik, bonsoir chers auditeurs et auditrices de Sud FM Sen Radio. Un plaisir de vous retrouver dans Les Graines de l'Écho. Notre sujet ce soir est relatif au système bancaire et financier et précisément l'inclusion financière. Devenu quelques années un objectif pour de nombreux pays en développement en tant que stratégie pour développer davantage leurs économies et leur système financier, l'inclusion financière implique que tous les membres adultes de la société aient accès à une gamme de services financiers appropriés et fournis à des coûts abordables. Avec un taux de 77,8%, le Sénégal est seulement le 5e pays de l'UEMOA en termes d'inclusion financière. Par ailleurs, le Sénégal affiche l'un des taux de bancarisation les plus faibles de l'UEMOA avec 18,9%. Pourtant, des efforts sont déployés par toutes les parties prenantes pour rendre les services financiers accessible aux populations et parmi celles-ci, l'Observatoire de la qualité des services financiers au QSF, dont nous avons l'insigne honneur de recevoir ce soir le secrétaire exécutif, Monsieur Habib Ndao. Bonsoir. Bonsoir Hadi. Bonsoir Malik. Bonsoir. Et merci de m'avoir donné l'occasion de parler autre chose que de la politique. Et vous félicite pour cette initiative de l'émission Graines de l'économie. Merci. Qui va plus ou moins attirer beaucoup d'acteurs qui vont dire aux Sénégalais ce qu'ils font. C'est important. Vous ne pouvez être viable, utile, que quand les gens savent ou bien ils ont une idée de ce que vous faites, de l'utilité de l'organisation. Exactement. Alors, je m'en vais d'abord vous présenter l'observatoire que je dirige, qui s'appelle Observatoire de la qualité des services financiers, qui est créé en 2009, rapidement. L'objectif, c'était la qualité des services financiers. Mais on va en venir tout à l'heure. Quand nous avions pris service en 2017, donc ça a été créé en 2009, nous avons pris service en 2017. Et là, nous avions changé, donné de nouvelles orientations, tout en respectant les fondamentaux du décret, qui constituait à jouer le rôle d'interface pour le compte de l'État entre les populations et les institutions financières. Quand on dit les institutions financières, il y a naturellement les banques, les compagnies d'assurance, la microfinance, les émetteurs de monnaie électronique et la bourse. Nous étions donc plus ou moins, nous jouions le rôle d'épicentre de l'inclusion financière, parce que les États, à défaut de pouvoir formaliser l'économie, ont pris l'option de formaliser les transactions financières. C'est-à-dire de mettre beaucoup plus de personnes, de pousser beaucoup plus de personnes à utiliser dans leurs transactions financières les secteurs formels. Donc c'est la notion d'inclusion financière est née de là. Nous ne pouvons pas formaliser toutes les économies africaines et la plupart et certaines économies asiatiques. Le G20 avait jugé que on pousse les gens à formaliser déjà les opérations financières. Alors, en le faisant, il fallait développer une politique d'inclusion financière. De quoi s'agit-il? La politique d'inclusion financière, elle est faite à partir de programmes d'éducation financière. C'est ça. Parce que vous éduquez la personne pour qu'il vienne dans votre maison, dans votre système, dans votre circuit. Donc, programme d'éducation financière. Le programme d'éducation financière a deux objectifs. L'inclusion financière et la protection des services financiers. Parce que tout le monde sait que les banques ou les compagnies d'assurance et les usagers, c'est comme David et Goliath. Donc, l'État, en tant que régulateur social, vient en appoint en créant l'observatoire. Et dans chaque pays au sein de l'Union monétaire, des 8 pays, il y a un observatoire qui a été créé. Mais le Sénégal est le précurseur. C'est l'occasion de féliciter l'ancien ministre des Finances, de l'économie des finances et du plan, M. Abdoulaye Diop, qui a pris l'initiative de créer, donc qui a été un visionnaire, qui a pris l'initiative de créer cet observatoire. Alors maintenant, le taux d'inclusion financière, nous sommes à la traîne. Mais en fait, cela s'explique par plusieurs raisons.
Je rappelle que nous sommes à 77%, ça c'était les chiffres de 2021. Mais en 2023, nous allons dépasser les 80, les 85%. Je vais y revenir. Deuxième économie, le Sénégal, deuxième économie de l'UEMOA, mais 5e en matière d'inclusion financière. Ça ressemble à un paradoxe. C'est paradoxal, oui. Voilà. Parce que les pays comme le Burkina, le Niger, le Bénin, c'est des pays qui, pendant très longtemps, ont déroulé des programmes d'éducation financière. Alors que nous, en 2012, on a commencé ça. En 2014, c'était spécialisé dans les petites et moyennes entreprises. Okay. On faisait des programmes d'éducation financière, de sensibilisation sur l'utilité de travailler avec les institutions financières. Mais c'était un segment de l'économie, c'est-à-dire les PME, les artisans, qui étaient visés, il n'y avait pas un programme d'éducation financière de masse. Alors que ces pays que je viens de citer, ils avaient ça déjà, parce que le taux d'analphabétisme est très élevé chez eux, ce qui fait que les banques n'étaient pas si nombreuses. Ce qui fait que toutes les politiques publiques, en cela aidées par les partenaires techniques et financiers et les ONG, étaient basées sur l'utilisation de la microfinance comme levier pour financer l'économie artisanale. Ce qui fait qu'ils se sont tellement concentrés sur l'ouverture de comptes microfinance qui demandent moins de problèmes, moins de contraintes qu'ouvrir un compte bancaire. Ce qui fait que leur taux de bancarisation était bas et le taux d'inclusion financière était élevé. Et dès que les émetteurs de monnaie électronique sont venus, parce que les émetteurs de monnaie électronique nous permettent de booster le taux d'inclusion financière. Comme vous l'avez si bien dit, entre le Sénégal et le reste de l'UEMOA, nous sommes 5e, mais là, nous passons, c'est l'évolution qu'il faut considérer. Donc, de 2011 à maintenant, il y a eu une évolution pour peut-être les derniers chiffres de 2022, quand ils vont sortir, nous serons le 2e. Et je viens ce matin d'un atelier sur le CNC, le Comité national de concertation sur les activités de la microfinance. La microfinance comme étant un levier d'inclusion financière. Mais à cela s'ajoute, car nous avions pris fonction à la tête de l'Observatoire, montrer que le digital était, en 2017 déjà, que le digital nous permettait, combiné avec un encadrement, un accompagnement de la microfinance, allait nous permettre de booster le taux d'inclusion financière. Donc on va rattraper ça, c'est sûr, parce qu'on a de la connectivité. Ça, c'est une condition nécessaire pour que les émetteurs de monnaie électronique, qui sont l'antichambre de la bancarisation, qui sont le miroir pour l'inclusion financière, pour que les émetteurs de monnaie électronique soient popularisés, il faut l'Internet, naturellement, il faut que maintenant même on peut avoir un code USSD, mais il faut une tarification raisonnable. Donc l'Observatoire s'occupe de tout ça, c'est un vaste chantier. C'est ça. Pour augmenter le taux d'inclusion. Justement, on se rend compte qu'on parle beaucoup du taux d'inclusion, qui englobe le tout. C'est ça. Mais personnellement, je m'intéresse beaucoup à certains indicateurs, comme le taux de bancarisation. C'est ça. Et à ce niveau-là, le paradoxe est encore plus apparent quand on sait que le Sénégal est la 2e place bancaire dans l'UEMOA, après la Côte d'Ivoire, avec 27 banques quand même. Vraiment le paradoxe, avec 27 banques, on a un taux de bancarisation qui tourne autour de 18%. C'est vraiment quand même... 19 et 20%. Il y a un problème. Tout à fait. Malik, vous posez là une équation. Vous posez un problème sur lequel les autorités essaient de trouver une solution. En 2012, il y avait 19 banques. Aujourd'hui, il y a 32 banques et établissements financiers. Il y en avait 31. Il y a une nouvelle, une banque algérienne. Donc l'économie marche. Les banques ne vont pas dans une économie qui ne marche pas. Donc l'économie sénégalaise marche, et c'est la raison pour laquelle on a eu 32 banques et établissements financiers. Mais
toujours sous-bancarisé. Le nombre total de comptes bancaires est de 2 200 000 comptes pour une population de 17 millions d'habitants. Sans compter les gens qui ont des comptes doubles. Ouais. Bon, au niveau de la microfinance, les chiffres de ce matin, on est à 4 millions de comptes. Donc, il faut beaucoup compter pour l'inclusion financière sur la microfinance. Maintenant, la bancarisation. Ouais. Alors, l'Observatoire avait initié des études qui avaient permis à 19 mesures de sécurité, de 19 services gratuits. C'est les fameuses conditions de banque, là? Oui, c'est ça. Avec les mesures édictées par la BCEAO? Par la BCEAO. Très bien. Nous avons fait les études, nous avons soumis à la BCEAO, parce que nous n'avons pas de moyens de coercition. Quand je dis nous, l'Observatoire de la qualité des services financiers Sénégal, alors nous avons proposé à l'écosystème en concertation, par une démarche inclusive, à une abolition de certains frais sur certains services. Tout à fait. Donc là, c'est ça qu'on appelle les 19 mesures de gratuité. Tout à fait. Qui jadis étaient facturées, mais qui sont devenues gratuits. Et qui ne sont pas respectés par toutes les banques. Si, toutes les banques l'ont respecté sous peine de pénalité Banque centrale. Non, c'est à un moment donné, c'est les associations de consommateurs qui disaient. Cependant, pour être honnête avec vous, il y a une difficulté que la Banque centrale a résolue. C'est-à-dire que quand il y a eu les 19 mesures de gratuité, comme les banques ont essayé de changer les vocables. C'est ça. Le vocabulaire. Ah oui. Oui, il l'appelle. On dit que Samba ne paye rien pour rentrer. C'est ça. Il l'appelle Batch. Voilà. Donc les banques, ils ont, parce qu'ils ont des contraintes des contraintes de bilan. C'est ça. Etc. Donc ce qui fait que ça c'est un. Maintenant, au niveau de l'observatoire, nous avons poussé les banques à s'intéresser à l'observatoire. Les banques contribuent au budget de l'observatoire comme les compagnies d'assurance. Pourquoi ils contribuent? Parce qu'on leur a montré que l'observatoire peut être un outil pour d'abord la promotion de l'inclusion financière par les modules d'éducation financière. Parce que l'inclusion financière, c'est quoi? C'est amener beaucoup plus de personnes qui étaient en dehors du système, de les amener dans le système formel, ouvrir des comptes bancaires, etc. C'est ça. Le premier avantage dans l'inclusion financière, les banques vont voir leur portefeuille augmenter. Quand les banques vont voir leur portefeuille augmenter, l'accès au crédit sera plus facile pour les usagers, les populations. Tout à fait. Et le taux sera plus bas. Vous avez dit en introduction, coût abordable. C'est ça. Donc, notion d'accessibilité et de coût. Alors, l'inclusion financière permet aux banques, aux compagnies d'assurance de relever leur portefeuille. Et une banque, elle prend l'argent de Khadi qu'elle prête pour prêter à Malik. Oui, exactement. Alors, donc, si Khadi amène beaucoup plus d'argent, l'accès de Malik sera moins conditionné. En revanche, il y a eu des mutations réglementaires entre ce qu'on appelle les lois baloises, BAL 2, BAL 2, BAL 3, BAL 4, qui sont très contraignantes pour les banques en matière de distribution de crédit. Les banques, on va en venir, les banques sont surliquides, comme vous dites. Mais cette surliquidité est en contradiction avec le niveau de prêt. Mais il y a une part de responsabilité de la réglementation. Comme je vous ai dit, il y a des mutations réglementaires. Depuis les années 80, avec les faillites bancaires et tout ça, qui ont fait que la BCEAO, le gendarme un peu de la... Voilà. Exactement. À la suite des faillites 2008, des faillites bancaires, on a initié BAL 1. C'est ça. Après, si mes souvenirs sont bons, 2014, BAL 2. Ensuite, on est à BAL 3. Actuellement, BAL 3, BAL 4. C'est ça. Et c'est des contraintes de réserve sur les banques. C'est ça. Et de la rigueur dans l'octroi des crédits. Exactement. Et de la rigueur dans l'intervention des banques auprès des marchés financiers. Donc, c'est pour ne pas tellement rentrer dans l'aspect technique. C'est cela qui plombe une partie de la volonté de financement des banques. Cependant, en 2022, les derniers chiffres de 2022, les banques ont distribué, figurez-vous, au Sénégal seulement, ont distribué 4200 milliards de crédits aux ménages
aux entreprises, aux personnes physiques, personnes morales, aux AMG, etc. 4200 milliards. Donc une évolution allouée. Une évolution de à peu près combien vous pouvez dire que c'est du simple au double. Ah oui. Voilà. Et la microfinance a injecté dans l'économie sous forme de crédit. Là aussi, on est à 518 milliards ce matin. Les derniers chiffres de ce matin. Ouais. D'une année à une autre, on était à 450 milliards. Ouais. Rien que la microfinance. Alors que si vous prenez le marché de l'assurance, ouais. Tout le marché de l'assurance, c'est 220 milliards, 230 milliards. Ouais. Donc vous voyez l'importance des banques et de la microfinance, malgré qu'on est sous-bancarisé, ouais. Malgré qu'on est en retard sur l'inclusion financière par rapport aux autres pays de l'Union. Et par rapport au faible taux de bancarisation, est-ce qu'il n'y a pas rupture de confiance? Les clients souvent ne comprennent pas les termes, les procédures sont compliquées, il y a énormément de réclamations. Tout à fait. Et l'Observatoire de la qualité des services financiers est en train de convaincre les banques à mettre en place une convention harmonisée d'ouverture de compte. C'est-à-dire que vous allez à une banque A, B, C, D, même si elle dépend d'une multinationale, c'est la même convention de compte. Pour permettre d'utiliser cette convention de compte comme bréviaire et enseigner à tous les... et enseigner aux usagers. Oui, des termes identiques, des termes clairs, faciles, et ne plus accepter que les conventions d'ouverture de compte ou les conventions de crédit soient écrites avec des polices tellement illisibles. L'autre aspect que nous faisons, c'est dans la sensibilisation, nous expliquons en amont les potentiels usagers des services financiers que signifient ces vocables au lieu de venir juste s'engager, signer et puis demain dire je ne le savais pas. Voilà. Donc les banques ont accepté de faire ces efforts de compréhension et nous toujours dans notre politique de protection des usagers, en dehors de la médiation, c'est-à-dire en aval, nous avons de la médiation bancaire et de la médiation assurantielle. Nous faisons tout pour éviter l'incompréhension. Les banques, c'est comme le sang dans un corps humain, les banques dans une économie. Donc, il faut les protéger, en même temps protéger les usagers des services financiers. Ce n'est pas antinomique. Entre quelqu'un qui veut un compagnon et quelqu'un qui a peur d'être seul, vraiment les mettre ensemble ne doit pas être compliqué. C'est le cas des populations. Maintenant, au niveau étatique et au niveau régulateur, ce que l'on gagne aussi toujours dans le cadre de l'inclusion financière, c'est que la BCEAO dépense plus de 20 milliards pour le renouvellement des billets. Oui. Donc, on va aller vers une société sans cash. C'est-à-dire une société cashless society. Une société où les gens ne font pas d'espèces. Par exemple, si vous allez au Kenya, pour acheter une boîte d'allumettes de 25 francs CFA, l'équivalent de 25 francs CFA, vous payez par émetteur de monnaie électronique. Okay. C'est-à-dire le cash n'existe pas. Ah ouais. Pour le renouvellement des billets, la Banque centrale dépense 20 milliards chaque année. Pour rien que nettoyer les billets et les... Donc, l'inclusion financière, surtout par la digitalisation, permet de réduire les coûts, donc d'offrir des crédits ou des services même et des produits à des coûts abordables. Quand on dit coûts abordables, il semble quand même que... Parce que, toujours sur les chiffres, en matière de... Les administrations, par exemple, en 2022. Oui. Les administrations publiques ont bénéficié des taux débiteurs, des taux d'intérêt les plus bas. Exact. 5,30. Oui. Pareil pour les grandes entreprises. En revanche, pour les ménages,
ils ont supporté le taux moyen le plus élevé avec 7,82. Oui. Alors, vous savez, il y a une pratique au niveau de C'est comme si on prêtait beaucoup moins cher aux grandes entreprises et beaucoup plus cher aux ménages. Oui, parce que le taux d'intérêt est fonction du risque encouru. Le taux d'intérêt, il est haut quand le risque encouru est élevé et il est bas quand le risque est nul. Cependant, il faut connaître une chose, dans la finance internationale, les États vont vers des taux concessionnels. Taux concessionnel, cela veut dire que le taux d'intérêt qui est appliqué, il est de maximum 2%. Mais pour que ça soit encore concessionnel au-delà du taux, la période de grâce, c'est-à-dire la période pendant laquelle vous allez rester sans payer, est longue. Et la période de maturité est longue. Ce sont les 3 critères qui permettent de dire que vous avez eu un financement concessionnel. Alors, vous faites allusion à ce qu'on prête à l'État et aux entreprises. Ça, c'est l'État. L'État a une garantie, peut donner des garanties souveraines, donc le risque, il est moins élevé. Certes. Si vous voyez actuellement les banques, un fonctionnaire qui demande un crédit, il a l'accès plus facile. Parce que les entreprises peuvent naître et disparaître. Ils sont solvables. Ils sont solvables. Voilà. Parce que l'État reste solvable. Donc, un fonctionnaire qui va emprunter par rapport à un privé a plus de chances, si les salariés, d'être... Maintenant, concernant les entreprises, les grosses entreprises, je ne vais pas les citer parce que je ne vais pas en citer, mais tout le monde connaît les grosses entreprises, ils ont un matelas financier déjà, mais en plus, ils ont des niveaux de... Il est facile d'étudier leur niveau de production, de rentabilité et la possibilité de remboursement du principal et des intérêts et du service de la dette. Étant donné que le banquier a une visibilité de l'activité, les banquiers parfois jugent des activités sur le moyen terme en disant que, comme Kodak qui a disparu, en disant que par exemple dans 10 ans peut-être le smartphone va être remplacé par autre chose, etc. Ils ont des analystes pour ça et tous ces paramètres déterminent le taux. C'est pourquoi les ménages, malgré il y a des polices d'assurance vie, le risque est moins élevé chez les grosses entreprises solides qui ont de nombreuses années d'expérience et qui ont une possibilité de donner des garanties collatérales. Voilà. Le plus gros risque à ce niveau-là, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est l'exclusion financière. Parfaitement. Alors qu'on travaille pour une inclusion financière. Voilà, parfaitement. C'est-à-dire que pour combler la tarification, les banques ont des contraintes aussi. Je donne un exemple. La Banque centrale met les taux d'usure à 15%. C'est-à-dire qu'aucune banque ne peut prêter au-delà de 15%. En bas de 15%, vous pouvez prêter. Les prêts dans certaines banques sont les prêts, je parle des prêts personnels. Vous avez des taux de 5,6%. Vous voyez des affiches publicitaires où on dit 5,6%. En période de fête, quoi. Voilà, 15% maximum pour les banques. Ça, c'est les exigences donc de la Banque centrale du taux d'usure. Et 24% pour la microfinance. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Ça, c'est une manière d'ouvrir les possibilités aux ménages de s'endetter à un coût abordable. Et parlons un peu du mobile money qui semble être adopté par les usagers. Une manière d'augmenter l'inclusion financière. Est-ce que le Sénégal est sur la bonne voie? Tout à fait. Premièrement, l'Observatoire de la qualité des services financiers, avant notre arrivée, n'avait pas, dans le décret d'ailleurs initial, on n'avait pas prévu les émetteurs de monnaie électronique. Je vais vous raconter une anecdote. On avait un professeur d'économie à Lyon 2 qui nous disait que d'ici la fin du siècle, il y a cela 25 ans, il nous a dit d'ici la fin du siècle, vous pouvez être dans votre cour et appeler le monde entier. On rigolait quoi, parce qu'on ne savait pas que ça allait arriver, le mobile d'abord. Le mobile est arrivé, après maintenant il y a le mobile money. Dans le mobile money, les émetteurs de monnaie électronique, la Banque centrale a pris, ils ont surpris le régulateur. Parce que les fintech ont développé d'abord le mobile money.
alors qu'il y avait un vide juridique. Donc, dans un premier temps, ils se sont adossés sur des banques, comme les sociétés de transfert d'argent. Ouais. Et après, certains opérateurs mobiles sont allés voir directement, sont allés demander un agrément. Ouais. Mais avant, il y avait les telcos qui étaient là, qui faisaient du mobile money dans un environnement juridique pas encore défini. Ouais. Mais la Banque centrale a trouvé déjà un moyen c'est-à-dire vous vous associez aux banques comme qu'on faisait pour Western Union et MoneyGram. Alors, mais nous comptons aussi bien toutes les autorités monétaires, aussi bien la Banque centrale que le ministère des Finances en charge des finances, visent sur le mobile money pour augmenter le taux d'inclusion financière. Alors, comment on définit l'inclusion financière d'une personne? Si vous faites 3 transactions de monnaie électronique, vous êtes considéré dans le taux d'inclusion financière comme une personne qui est dans le circuit formel. Alors, l'inclusion financière, je vous avais dit... Vous avez parlé tantôt de protection, hein, oui, qui fait partie de votre mission. Est-ce que l'émergence de mouvements et d'associations consuméristes de produits bancaires, dont l'objectif est la protection des usagers, ne traduit pas un échec, voire une insuffisance de l'Observatoire? C'est cela. C'est-à-dire qu'au début, l'Observatoire de la qualité des services financiers n'était pas connu du grand public. Parce que tout simplement, si on n'est pas connu, on n'est pas viable. Si on n'est pas viable, on n'est pas utile. Alors, pour un observatoire utile, viable pour les populations, il fallait inverser la tendance, communiquer. Mais avant de communiquer, ce que nous avions fait, c'est d'abord, on a travaillé avec les banques pour leur expliquer la nécessité d'avoir un observatoire. Le régulateur le savait déjà. D'ailleurs, dans chaque pays, la Banque centrale a imposé pratiquement au ministère en charge des finances de ce pays de créer un observatoire, vu l'utilité de l'observatoire du Sénégal. Alors, les associations de consommateurs, c'est une donnée nouvelle spécialisée dans les services financiers. Ils travaillent de concert avec l'observatoire. Ah oui. Malgré des relations heurtées, le management de l'observatoire associe à toutes les sessions, je dis à tous les ateliers, y compris celui de la semaine dernière, toutes les associations de consommateurs, parce qu'ils sont nos relais. Il y a la presse économique, nous avons 2 relais, la presse économique et les 24 associations de consommateurs, toutes obédiences confondues. Maintenant, les critiques formulées par les associations de consommateurs, nous les prenons comme des contributions. Parce que l'observatoire a un vaste chantier. Il ne peut pas... Et puis, il est sorti de son hibernation. Oui, depuis 2017. Bon, les associations l'ont reconnu, etc. Grâce à une équipe dévouée, motivée. C'est-à-dire que nous avons une équipe qui était là, qui faisait de la production intellectuelle de haute qualité, mais qui était dans l'ombre. Alors, le nouveau management a impulsé un style de faire éclore les énergies et notre démarche avec l'ensemble des acteurs, notre démarche première a été d'identifier les associations de consommateurs, les 24 comme étant des relais, et la presse économique pour la dissémination des programmes économiques, de l'éducation financière, et pour la dissémination du dispositif de médiation qui est très important parce que l'Observatoire, en 2009, quand ça a été créé, c'était surtout orienté 80% médiation financière, médiation bancaire, 20% éducation financière, promotion de l'inclusion financière. Alors, quand nous avions pris service, on a dit non, ça va être un échec, ça ne va pas être visible. Alors, on a interverti et dans le choix des partenariats, on a multiplié les partenariats. Le partenariat aussi bien en interne qu'à l'international. Donc ce qui fait que
nous continuons à donner à prêter une oreille attentive à toutes les associations de consommateurs. Très bien. Malgré leurs critiques, et il faut ces critiques pour qu'on puisse avancer. Très bien. L'OCSF a mis en œuvre un programme d'éducation financière des PME. Quel bilan faites-vous de ce programme? Nous avons formé 4856 PME à la fin du programme. L'Observatoire avait démarché la Banque africaine de développement dans le cadre de l'appui au secteur privé. Il y avait un programme d'appui au secteur privé. Nous avons démarché la Banque africaine de développement qui nous avait financé ce programme. Donc, à l'intérieur du Sénégal, 4856 unités industrielles. Là, je viens de confirmer au directeur national de la Banque centrale que la semaine qui vient, nous allons former les artisans, les PME qui ont bénéficié du financement, du refinancement Banque centrale. Okay. Parce que qu'est-ce que nous avons fait? Avant d'utiliser les fonds publics, par exemple, ou bien les fonds, ou bien les couvertures du régulateur, nous formons ces unités potentiellement éligibles à la DER ou au FONGIP, etc. Nous les formons déjà en éducation financière parce que nous pensons à trois choses. La formation, la formalisation avant le financement. Ouais. Parce que notre credo, c'est d'aider le secteur informel où gravitent 9 millions de personnes à aller vers l'auto-emploi dans le cadre du programme d'éducation financière. On fait, comme on appelle ça, l'esprit entrepreneurial. Donc dans les écoles de commerce, toutes les écoles de commerce du Sénégal, nous avons organisé des sessions de sensibilisation à l'esprit entrepreneurial. Au lieu que les étudiants qui sont là-bas en dernière année pensent à entrer dans le marché de l'emploi, mais qu'ils créent eux-mêmes leur propre emploi. Parce que notre philosophie, c'est que le meilleur moyen de chercher un emploi, c'est de le créer. Alors, donc on a visé les sociétés, les instituts, les écoles de commerce et le département FASEC de l'Université de Dakar. À cela, on accompagne les marchands ambulants dans la sensibilisation pour se formaliser. Une fois qu'ils sont formalisés, nous leur donnons la formation adéquate et nous les accompagnons pour l'accès au financement, l'accès à la commande publique et l'accès aux marchés extérieurs à travers la ZEPEX. La ZEPEX, c'est l'agence de l'État qui s'occupe des exportations. Donc vous voyez un peu, le chantier, il est vaste, mais il est à portée de main parce que nous avons le soutien de l'autorité de tutelle, tous les ministres qui sont passés d'ailleurs en charge des finances et du budget, et nous avons le soutien aussi de la Banque centrale, aussi bien l'agence nationale que le siège. Très bien. Parmi vos principales missions, suivi de la qualité des services financiers offerts aux usagers et clients, vulgarisation de l'éducation financière de masse, quelles sont celles qui vous posent le plus de difficultés? Au niveau de la vulgarisation, reprenez la question. De la vulgarisation de l'éducation financière et du suivi de la qualité des services financiers. Le suivi de la qualité des services financiers, il y a eu un peu de retard. Les banques ont fait beaucoup d'efforts en matière d'amélioration de la relation clientèle. Mais nous, observatoire, nous restons toujours nous souhaiterions que les banques fassent plus. Je donne un exemple. Nous avons constaté que les populations perdent beaucoup de temps dans les guichets des banques. Alors, on a suggéré aux banques, par des ateliers avec présentation, ce qu'on appelle le Queue Management System, c'est-à-dire la gestion digitalisée de la file d'attente. Vous êtes là à Sud FM, vous devez aller à une banque X, vous prenez un ticket à partir de votre smartphone. Dans un rayon de 5 km de là où vous êtes, vous allez voir l'agence bancaire où il y a moins de monde. Vous n'êtes pas toujours obligé d'aller à votre agence d'ouverture de compte.
et vous allez voir à quelle heure vous allez passer. Vous devez passer. Bon, il y a une banque qui est en train de l'expérimenter, pour ne pas la nommer la B6, mais les autres banques vont suivre. Ça, c'est l'initiative de l'Observatoire qui a sensibilisé les banques, parce qu'on ne sensibilise pas, nous, uniquement les populations, on sensibilise aussi les banques. Les banques aussi, notamment pour qu'ils adaptent leur politique commerciale ça. À la réalité du terrain. C'est ça. Quelqu'un qui est dans le secteur informel, vous ne pouvez pas lui demander les mêmes conditionnalités que quelqu'un qui a une entreprise pignon sur rue. Absolument. Donc de la même manière, pour l'amélioration de la qualité, pour répondre toujours à votre question, nous leur disons, nous avons mis en place, justement, nous avons poussé les banques à mettre en place ce dispositif pour éviter. Il y a un autre dispositif qui concerne la gestion complaint client. Et on l'appelle Customer Complaint Management System. Complaint Management System. Quand vous avez une réclamation à faire à la banque, souvent vous n'avez pas d'interlocuteur. C'est ça. Ou bien quand vous appelez, ça ne revient pas. Alors, nous allons pousser la digitalisation de la complainte client en mettant en place Satis qui est expérimenté, qui est chez nous, qui nous permet même, quand nous sommes saisis, par exemple de Kolda, vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'à Dakar, vous pouvez nous saisir par WhatsApp, nous envoyer la lettre de réclamation, les pièces justificatives, et nous on entre en contact directement avec la banque. Ça c'est un. Vous pouvez rentrer dans Satis, une fois que vous téléchargez l'application Satis, vous logez votre complainte, la banque concernée, et tout de suite c'est traité de manière dématérialisée. Justement, dans les services que vous offrez, tout est gratuit. Oui, c'est ça. La médiation est gratuite. Alors là, je vais insister là-dessus. Si vous avez une incompréhension ou vous contestez une écriture, que ce soit ou un avis de débit ou qu'il y a même des problèmes au niveau du fonctionnement de la banque, vous pouvez saisir l'Observatoire de la qualité des services financiers. Nous avons 2 médiateurs qui sont à l'Observatoire. L'un s'appelle Kan Diallo, qui est médiateur assurantiel, et l'autre Banda Diop qui est médiateur aussi financier. Et l'avantage de ce dispositif, c'est que les médiateurs sont indépendants. Ils sont entièrement indépendants dans le traitement des dossiers. Mais est-ce que les usagers sont au courant de toutes ces initiatives? Non, j'avoue qu'on continue à être... c'est l'occasion, vous m'avez invité, mais à chaque fois que je suis invité sur un plateau, pour quel que soit le sujet, je saisis cette occasion pour expliquer, parce qu'il y va de l'intérêt des populations. Tout à fait. Et c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus-value. Si c'était payant, on vous paye la publicité, mais ce n'est pas de la publicité. C'est la protection des usages. L'Observatoire, sa mission première, c'est la protection, mais une protection intelligente, pas une protection syndicaliste. C'est ça qui nous différencie avec... Absolument. Vous avez intégré dans votre programme d'éducation financière des sessions de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment et la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous avez fait une évaluation sur le degré de sensibilisation et d'imprégnation des cibles? Oui, parce que vous savez, le Sénégal était dans une zone grise en ce qui concerne la LBC et le financement du terrorisme. Donc, il fallait un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles la sensibilisation sur comment éviter, comment détecter déjà les blanchiments, comment éviter d'être l'arnaque au niveau du financement du terrorisme. On vient, on vous dit, je vous construis une mosquée, alors que c'est... Alors, nous avons eu plusieurs sessions de formation, nous, observatoires. La première, c'était avec les associations de consommateurs. Tout à fait. On leur montrait les risques liés. Et là, j'avais même un dilemme, parce que en sensibilisant,
vous risquez de leur montrer aussi comment blanchir. Alors, donc... c'est un couteau à double tranchant. Voilà. Mais on y est allé de manière pédagogique et on a finalement, pendant 3 jours, amené les spécialistes du blanchiment, de la lutte contre le blanchiment, comme Sentif, Giaba, et on a pu échanger avec les associations de consommateurs pour tirer la sonnette d'alarme sur l'existence de ce fléau qui tue l'économie. Je crois que c'est ce que vous avez fait aussi avec le COJES, le collectif des journalistes économiques. Et après, vous êtes membre du COJES? Tout à fait. Voilà. Donc on a beaucoup travaillé avec le COJES, ça c'est sûr. Il semble quand même, pour aller plus vite, parce que je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je rappelle aux éditeurs que vous suivez Les Graines de l'écho, vous êtes bien sur Sud FM, Sen Radio. Alors, en termes de blanchiment, de financement du terrorisme, il semble que le secteur de la construction et de l'immobilier est le réceptacle privilégié de ces phénomènes-là. Alors, je reviens à ma question de tout à l'heure. Est-ce que vous avez fait une évaluation sur le degré de sensibilisation? C'est-à-dire qu'au bout d'un an, 2 ans, est-ce que vous avez fait une évaluation qui vous renvoie le pouls de la population sensibilisée? Exact. C'est justement ce phénomène de sensibilisation, notamment le secteur de la construction, où dans tous les pays du monde constitue le principal secteur de blanchiment. Au Sénégal, on est en train de verrouiller avec les mesures qui ont été prises dans le cadre des recommandations pour sortir de la zone grise. Cela fait partie des conditionnalités, cela fait partie des mesures prises par le gouvernement de restreindre l'utilisation du BTP comme levier de blanchiment. C'est-à-dire que décourager l'utilisation du BTP comme levier de blanchiment. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire directement, mais des mesures fortes ont été prises et ça a beaucoup diminué en termes de volume, parce qu'on le fait de concert avec les banques et les services fiscaux. Parce que comme vous savez, les régies financières il y a un croisement des données. Donc cela nous permet de régler plusieurs recommandations du GAFI dans le cadre de la sortie du Sénégal de la zone grise. En termes de chiffres, et puis en termes de secteur d'ailleurs, il y a aussi le trafic de drogue. Il faut dire les choses clairement. Et d'ailleurs, ça a été évalué, il y a une économie illégale qui aurait généré près de 360 millions de dollars, environ 200 milliards de francs CFA. Et voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est ça, la drogue est le premier élément, parce que quand on dit la lutte contre le blanchiment, c'est des activités, blanchiment d'argent, d'activités suspectes. Illicites, illicites. Alors, blanchiment d'argent, le noirciment aussi. C'est ça, Le noirciment, c'est comme le RPR quand il avait reçu des fonds. La grande différence, c'est qu'entre le blanchiment et le noirciment d'argent, là, c'est des activités suspectes qui ont généré de l'argent, qui rentrent dans le circuit formel. C'est ça. Ça, c'est blanchiment. Mais noirciment, c'est des activités tout à fait légales, mais qui entrent dans une zone où ils ne devaient pas rentrer. C'est important. Comme le financement du RPR, etc. C'est ça. Monsieur Ndao, parmi les défis que vous vous êtes lancés, il y a l'élaboration d'un programme national d'éducation financière, mais surtout l'insertion des modules d'éducation financière au programme scolaire et universitaire. Avez-vous relevé ces défis? Exactement. On était en conclave la semaine dernière avec l'ensemble des acteurs pour l'élaboration d'un programme national d'éducation financière avec comme objectif l'insertion dans les curricula justement des programmes d'éducation financière. Des difficultés subsistent. D'abord, les quantums horaires sont très volumineux, sont très nombreux. Donc, ajouter la grande problématique durant cet atelier, c'était, fallait-il en faire une discipline nouvelle autonome, l'éducation financière, ou fallait-il mettre ça dans l'éducation sociale et solidaire, l'éducation civique? C'était un grand débat. Personnellement, moi, en tant qu'acteur,
j'aurais préféré que ça soit une matière avec un coefficient encourageant. Parce que former les étudiants, les potaches, à l'éducation financière, ça a un impact économique dans la génération considérable. Ah, voilà, exact. Donc, il fallait en faire une matière comme les sciences physiques, comme les mathématiques, comme l'algèbre, etc. Alors, l'autre aspect, j'avais proposé justement aux participants venant du ministère de l'Éducation nationale, j'en profite pour remercier Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication, et remercier aussi la doyenne Aïssatou Sen, qui ont participé, et toutes ces équipes, ils étaient très nombreux, parce qu'on veut passer par l'éducation nationale pour disséminer les programmes d'éducation financière. C'est un excellent relais, et aussi bien, quand je dis l'éducation financière, c'est-à-dire la valeur de l'argent, l'esprit entrepreneurial, le civisme fiscal. Donc, ils ont déjà commencé à exécuter en phase pilote, justement, l'insertion des programmes dans le cursus scolaire. Et c'est en bonne voie. Ah oui. J'allais poser une question par rapport à une nouvelle donne. À laquelle, je présume, vous ne vous êtes pas préparé. C'est l'intelligence artificielle, exact. Plus connue sous le vocable de IA. Oui. Voilà. Et qui constitue en même temps une opportunité, mais surtout une menace. Exact. Et pour le système bancaire, et pour les usagers. Oui. Comment l'appréhendez-vous, cette problématique? Alors, vous avez touché du doigt une problématique... mais les banques utilisent déjà l'intelligence artificielle. C'est ça. Voilà, ils utilisent déjà les chatbots. C'est ça. Bon, l'humanité, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas si demain ce qui va arriver. Bon, maintenant, avec l'intelligence artificielle, le Sénégal est en train de développer, et le gouvernement sénégalais, l'État du Sénégal, et ça nous permet, nous, de nous mettre dedans. Il est en train de développer une prise en compte, un programme de prise en compte de l'intelligence artificielle. Je l'ai entendu à un atelier hier où le représentant de Scène Numérique expliquait cela. Maintenant, en ce qui concerne les services financiers, ils vont recourir à l'intelligence artificielle, c'est sûr. C'est sûr, mais ce à quoi ils doivent plus se préparer, c'est l'arrivée des crypto-monnaies. Les banques, à mon avis, aussi bien les banques centrales, d'ailleurs, les banques centrales sont en train de mettre en place de la monnaie. Vous avez vu que la Banque européenne a mis en place l'euro, le crypto-euro. Donc, ce qui fait que c'est des possibilités qui existent. Et c'est des opportunités, mais en même temps des dangers d'escroquerie et d'arnaque. Nous, on n'en est pas encore là à ce niveau d'éducation financière. J'ai demandé à mes experts de réfléchir, et depuis il y a 2 semaines, on devait organiser in-house une session de voir comment réduire les risques liés à cela. Parce que nous faisons des enquêtes pour les services financiers dans leur ensemble. Nous faisons des études, mais des enquêtes. Pour mieux accompagner l'État, les régulateurs, les opérateurs financiers, les associations de consommateurs. Nous faisons des enquêtes. Et la dernière enquête qu'on a faite, c'était sur les risques liés à l'utilisation des systèmes financiers numériques. C'est-à-dire aux émetteurs de monnaie électronique. C'est ça. On a vu le succès parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient victimes d'arnaques ou d'escroquerie sur les émetteurs de monnaie, sur l'utilisation des émetteurs de monnaie. Exactement, oui. Alors, de la même manière, une fois qu'on aura terminé ce travail d'évaluation de l'intelligence artificielle, nous allons mettre à la disposition du public comment faire pour éviter d'être victime
de l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau des services financiers. Mais à ce niveau, il me semble qu'il faudra beaucoup insister sur la réglementation. Parce que la seule sensibilisation ne réglera pas le problème. Oui. Il faut qu'au niveau de la réglementation, que ce soit au niveau communautaire comme au niveau national étatique, qu'il y ait une réglementation stricte à ce niveau-là. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle est déjà présente au niveau du secteur bancaire. C'est clair. Exact. Il y a eu déjà des impacts et sur les banques et sur certains usagers. Exact. Donc c'est pas après-demain, c'est demain déjà. Oui, exact. Alors, dans la réglementation, naturellement, le problème c'est plus technique. Le problème est plus technique. Oui. Et la réglementation ne pourra pas régler, la réglementation seulement ne pourra pas, réglementation plus sensibilisation, et plus, parce qu'il y a la réglementation sur les émetteurs de monnaie électronique, et pourtant il y a des arnaques, il y a des fraudes, il y a de l'escroquerie. Exactement, oui. Donc c'est tous les acteurs qui doivent, aussi bien les opérateurs de monnaie électronique, à tous les niveaux, que les régulateurs, etc. Parce que la réglementation peut donner des canevas, mais pour éviter son impact, pour éviter que ça déstructure le système financier, il faut des garde-fous solides. Tout à fait. Ou non juridiques, mais plus technique. Exactement. Ou technologique. Très bien, monsieur Ndao. Je pense que nous arrivons au terme de Graines de l'écho. Hadi. Et c'est la fin de cette émission. Encore merci, monsieur Ndao, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci parce que d'abord, vous maîtrisez le sujet et ça me facilite la réponse aux questions. J'ai voulu être terre à terre pour les auditeurs. Tout à fait, c'était très bien. Et ne pas rester dans le domaine technique. Encore une fois, merci beaucoup. Peut-être qu'il faudra réformer un peu le QSF. Oui. Passer de statut de consultatif. Oui. À régulateur. Mais les banques ne veulent pas une deuxième camisole de force. N'est-ce pas? Déjà à la Banque centrale. Cependant, vous me posez une question ici. Comment j'ai fait pour être accepté, pour que l'observatoire soit Absolument. accepté? C'était pas facile. Parce que on a fait des enquêtes de satisfaction et d'insatisfaction des clients pour chaque banque et son niveau, sa situation par rapport à la concurrence. Et on a donné aux banques. C'était aux banques de faire cela individuellement, de voir quelle est leur position par rapport à la concurrence. C'était aux banques aussi de voir ce que leur clientèle souhaite comme collaboration, comme qualité de service, comme relation clientèle, etc. Alors, l'Observatoire l'a fait et il l'a communiqué à chaque banque. C'est très bien. C'est de là où il a... C'est très bien. En tout cas, nous vous remercions infiniment, monsieur Ndao. C'est moi. Je rappelle que vous suiviez, mesdames et messieurs, les Graines de l'écho. Nous revenons donc la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et avec Hadi, bien entendu, n'est-ce pas? Nous serons là, Inch'Allah, vendredi prochain avec notre invité. Merci de nous...